Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Un premier forum mondial des sportifs sera organisé la semaine prochaine. Ça sera les 3 et 4 juin à Calgary au Canada. Et ça sera pour aborder la grande question de la lutte contre le dopage. C'est l'Agence mondiale antidopage et le Comité olympique canadien qui sont derrière cette initiative que nous allons essayer de comprendre avec nos intervenants. J'ai donc le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette deuxième partie Sylvain Rousson, notre grand reporter à France 24. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sylvain. Et en face de vous, Olivier Fiorani, le chef du service sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. C'est toujours Bonjour, un plaisir de vous retrouver. Alors, je commence tout d'abord, peut-être avec vous d'ailleurs, Oui. Olivier. Avant cette rencontre, le Comité olympique canadien a été déjà l'hôte d'un symposium. Alors, vous nous expliquerez peut-être la différence sur le sport éthique. C'était à Calgary aussi, c'était le 24 novembre dernier. Et le but était d'ailleurs de promouvoir ce qu'on appelle aujourd'hui le sport propre, le sport éthique. Ça fait un peu mal au cœur d'ailleurs d'utiliser cette expression, Oui. parce que c'est censé être le cas. Mais C'est à vrai, vous. théoriquement, le sport, c'est l'éthique. C'est censé être éthique et propre. Mais bon, Voilà, tout à fait. Sauf qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. absolument. Donc, ce forum, quel est l'objectif? Alors, je pense qu'il y a plusieurs pistes là-dessus. Le système actuel marche, mais peut-être pas suffisamment bien. Nous savons que le dopage a toujours de l'avance par rapport à la lutte antidopage. Donc, d'où cette volonté de se retrouver, de discuter ensemble. La présence des sportifs est très, très importante parce que, pour une fois, on va écouter les sportifs. Les sportifs ont des choses à dire. Les sportifs sont les principaux intéressés à tous les niveaux, en amont et en aval. D'abord, au niveau de la lutte des contrôles antidopage, donc les sportifs sont concernés. Ils pensent que le système actuel de localisation des sportifs est peut-être un peu lourd. Il est possible, avec les technologies modernes, de développer ce système-là. Et puis, après la découverte des cas de dopage, il y a également le problème des médailles, des titres qui posent problème. Donc tout ça va être discuté. Je pense que les sportifs vont être écoutés, mais également les scientifiques. Il y a beaucoup de choses intéressantes à développer là-dedans. Je ne sais pas si le côté, si le dopage technique va être évoqué là-dessus. On en parle de plus en plus dans le cyclisme. Alors, il y a le dopage chimique que nous connaissons, et puis il y a également, parfois, on soupçonne qu'il y a des petits moteurs peut-être dans les vélos, par exemple qui aident. Enfin, on en parle depuis 2 ans, 3 ans, mais en réalité, personne n'a rien découvert. Personne n'a rien découvert, personne n'a rien prouvé. En tout cas, pas chez les professionnels. Parce J'ai eu plusieurs cas en amateur ou en VTT de cas de dopage mécanique comme ça, mais effectivement, c'est... Et ça a été prouvé chez les amateurs, oui. Oui, chez les amateurs et en VTT. Alors, Sylvain, dans ce premier forum mondial, justement, on note aujourd'hui 150 athlètes qui vont participer. Ce sont des athlètes d'ailleurs de premier plan. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que c'est devenu une des grandes priorités du sport actuellement, la lutte contre le dopage? Oui et non. Oui, c'est le cas dans certains sports. On pense notamment au cyclisme, que ce soit du dopage médical ou mécanique. C'est le cas en athlétisme aussi. C'est globalement le cas dans les sports qui ont été confrontés à un vrai scandale de dopage. Le cyclisme, en fait, il faut en passer par là. Oui, au cyclisme, on n'en parle plus. Il y a eu l'affaire Festina, il y a eu l'affaire Armstrong, il y a eu l'affaire Puerto. L'athlétisme, ça avait été le scandale Balco avec Marion Jones, la sprinteuse américaine à l'époque. Et effectivement, ces sports-là ont beaucoup développé la lutte antidopage. Quand on regarde d'autres sports comme le foot ou le tennis, c'est moins le cas. Bien sûr, toutes les fédérations vont prétendre que la lutte contre le dopage, c'est la priorité, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Notamment, on pense de plus en plus, il y a des scandales de matchs truqués, que ce soit au foot, au tennis, dans les divisions inférieures, qui arrivent notamment avec les sites de paris asiatiques, etc. Et je pense que pour ces sports-là, la priorité se situe d'abord ici, plus encore que dans les cas de dopage, puisqu'ils n'ont pas encore eu le scandale fondateur en quelque sorte de la lutte antidopage. Alors c'est une question qui se pose beaucoup et du coup qui pose réellement problème à ceux qui ne se dopent pas, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs dans ce forum on ne parlera pas uniquement du dopage et de comment lutter contre, mais aussi d'une manière de protéger les droits de ceux qu'on appelle aujourd'hui les athlètes propres. Tout à fait. Ça, c'est un point très important. Nous avons évoqué tout à l'heure le problème des médailles, la récupération des médailles et des titres. Par exemple, sur un titre olympique, un athlète qui est finalement convaincu de dopage 5 ans après doit remettre sa médaille. La médaille d'or
par exemple, s'il était médaille d'or, le médaillé d'argent devient médaillé d'or, le médaillé de bronze devient médaillé d'argent, à condition qu'il ne soit pas dopé lui-même. Lui aussi. Effectivement, c'est très compliqué tout ça. Je pense que l'amélioration de la technique, des techniques de contrôle et de lutte contre le dopage est très important. Après, effectivement, il y a énormément de produits différents. Il y a les produits dopants, des produits masquants, des produits interdits. Donc tout ça, il y a des différences entre tout ça. Donc je pense que ils vont également essayer de différencier le rapport ou la façon de faire, ou la façon de réagir par rapport aux différents cas de dopage. C'est surtout qu'en fait, garantir le droit des athlètes propres, aussi bien dans le déroulé de leur carrière que dans le palmarès, c'est impossible. Ils peuvent chercher toutes les solutions, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'on entend par garantir les droits justement des athlètes si vous prenez l'exemple du Tour de France, les fameuses années Armstrong, où finalement aujourd'hui il n'y a plus personne au palmarès du Tour de France, il a été simplement déclassé. Mais c'est parce que si on fait la liste de tous les coureurs du Tour de France qui ont été pris à un moment ou à un autre dans les affaires de dopage, il y a au moins 2 années où le vainqueur se situe au-delà de la 10e place. Si vous prenez, vous avez bientôt la Coupe du Monde de football qui commence. S'il s'avère que l'équipe qui gagne est impliquée dans un dopage d'État, comme ça a pu être le cas en Russie, s'il s'avère qu'il faut déclasser cette équipe-là, vous faites quoi? Vous donnez le titre à l'équipe qui était en finale, mais rien ne dit que l'équipe qui a perdu en demi-finale. Donc à ce moment-là, il faut refaire la compétition, mais les joueurs ne sont pas dans le même état de forme, il y aura peut-être des blessés, des choses comme ça. C'est impossible. Le vainqueur, à partir du moment où il fait partie d'une course, influe sur le déroulement de la course. Bien sûr. Éventuellement, effectivement, pour un 100 mètres en athlétisme, où il suffit de courir tout droit, on peut dire, effectivement, on remet la médaille à celui qui est arrivé deuxième. Après, Pareil sur les sauts, sur des choses comme ça. Le cas Armstrong est très intéressant. Il a gagné 7 fois le Tour de France. Aujourd'hui, on se dit, Armstrong a gagné 7 fois, il a été déclassé. Mais il a gagné 7 fois et on ne sait pas qui éventuellement... Et le vainqueur... Oui, parce que la problématique ici, c'est qu'en fait, les tests qui se font aussi, quand ils sont faits, prennent quand même beaucoup de temps. On ne peut pas avoir les résultats tout de suite, etc. Là, il s'agit on parle de techniques de recherche et les techniques de lutte anti-dopage. Il y a des techniques qui existent aujourd'hui qui peuvent découvrir certains dopages ou certains produits sur le moment et qui ne peuvent pas découvrir d'autres produits. Mais comme la technique s'améliore et avance, donc peut-être que dans 10 ans, ils pourront découvrir qu'un tel a été dopé. En fait, la seule solution, c'est de découvrir les cas de dopage avant que la compétition commence. Oui. Bon, ce qui est pour le moment un peu impossible. Alors, justement, il en parlait tout à l'heure, Sylvain, du dopage comme système d'État, en fait. Et la Russie a été beaucoup pointée du doigt ces dernières années. On parle d'un système de dopage institutionnalisé. Et une des dernières informations, justement, concernant ce pays, portait sur des soupçons de dopage chez les footballeurs qui vont participer à la Coupe du Monde, qui est en Russie, justement, et qui viennent d'être blanchis. Mais qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce système de dopage en Russie? Parce que c'est vraiment une affaire d'État. Alors, il y a 2 choses concernant les footballeurs. Vite fait, c'est vrai que la FIFA a mené une enquête. Ils ont conclu que les footballeurs susceptibles de représenter la Russie lors de ce prochain mondial ne sont pas dopés. Pour le moment. Ne sont pas dopés. D'accord. Par contre, ça n'empêche pas que d'autres footballeurs qui ne sont pas censés représenter la Russie. Si vous n'êtes pas dopé aujourd'hui, vous pouvez l'être demain. Enfin, oui. Mais là, en même temps, les recherches qui ont été faites concernent les footballeurs. Un groupe de footballeurs susceptibles de participer au mondial. D'accord. Donc, évidemment, il y a énormément... Mais ça prend des proportions incroyables en Russie, quand même. Tout à fait. Alors, le problème, justement, du dopage d'État institutionnalisé, c'est parti... avant, en gros, les Jeux de Sochi, les Jeux d'hiver de 2014, la Russie, pour simplifier, voulait gagner énormément de médailles. Ils ont trouvé que c'est facile de s'y prendre de la sorte. Après, le laboratoire de Moscou était complice de la chose. Le directeur du laboratoire, l'ancien directeur, est parti aux États-Unis. Il a demandé l'asile là-bas. Et puis, du coup, il a tout dénoncé. Donc, on a recours aujourd'hui également à des donneurs d'alerte, des lanceurs d'alerte. C'est comme ça que ce système-là est tombé. Mais il y en a d'autres. Il y en a forcément d'autres. Oui, et puis on peut aussi ajouter que tout ça se base sur le fameux rapport McLaren qui théorise en quelque sorte ce dopage d'État. C'est très compliqué pour les fédérations de s'appuyer sur ce rapport pour sanctionner les athlètes. Déjà parce qu'il y a des cas de prescription. Olivier parlait des joueurs russes susceptibles de participer à la Coupe du Monde. Le rapport date de 2014.
Donc effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui sont plus en sélection aujourd'hui. Et c'est très compliqué pour les fédérations parce que dans ce rapport-là, rien ne prouve la culpabilité de l'athlète. Rien ne dit qu'il était au courant des produits qu'il injectait et encore moins dit qu'il était au courant des magouilles qui avaient lieu au laboratoire de Moscou. Alors juste un petit mot, les derniers chiffres de l'AMA justement portent sur l'Agence mondiale d'antidopage. En 2016, on y voit que l'athlétisme est le sport le plus touché, mais on trouve aussi des pays qui sont en tête un peu des pays touchés. On y trouve malheureusement la France aussi. Et la France, l'Italie et les États-Unis, alors il faut juste pas tout mélanger. Ce ne sont pas des cas de dopage, ce sont des infractions au règlement. Alors en France, on a un vrai problème avec les no-show en ce moment qui consiste à ne pas être là lorsque le contrôleur vient vous contrôler, alors que Olivier le mentionnait tout à l'heure, un athlète doit être localisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a deux champions, Alizé Cornet en tennis et Tony Yoka en boxe, qui ont eu 3 no-shows. No-show, ça veut dire qu'ils ne se sont pas présentés. Ils n'étaient pas là, ou en tout cas, ils n'étaient pas joignables à l'adresse qu'ils avaient mentionnée au moment où le contrôleur est venu faire son contrôle. Donc ce sont des infractions, mais ce ne sont pas forcément des cas de dopage. Ensuite, il faut ajouter aussi, notamment sur la France, mais même l'Italie et les États-Unis, ce sont 3 pays qui ne sont pas vraiment réputés pour couvrir leurs athlètes. La France, quel que soit l'athlète qui est sanctionné, ça va être rendu public. Et l'athlète sera sanctionné, il ne sera pas couvert par sa fédération, il ne sera pas couvert par son ministère. Les États-Unis ont été les premiers à déboulonner leurs idoles. On parlait de Marion Jones, on a parlé de Lance Armstrong. On peut aussi évoquer Floyd Landis en cyclisme, Montgomery en athlétisme, etc., etc. Et les Italiens, pareil, avec les cyclismes, ils leur ont jamais fait de cadeau. Alors qu'il y a des pays européens qui sont justement réputés pour couvrir les cas de dopage au sein de leurs équipes. Merci beaucoup, les amis, pour toutes ces explications. Merci Olivier, merci à vous Sylvain. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Je vous retrouve avec autant de plaisir la semaine prochaine à la même heure sur France 24. Je remercie aussi Yang Shim qui nous a accompagnés ces dernières semaines. Nous retrouvons avec grand plaisir aussi Sarah Aboubakri la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Et très très bon week-end à tous. Au revoir. Vous êtes là, et là, et là, pour toujours. Dans le cœur de nombreux enfants en difficulté, dans le sourire que vous leur apportez, dans l'avenir que vous leur offrez. Votre mémoire perdure à travers tous ces enfants et donne un sens à leur vie. Pour aider les enfants, pensez à l'UNICEF dans votre testament ou votre assurance vie. À l'UNICEF, nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche. Ensemble, donnons une nouvelle vie à votre patrimoine et contribuons à protéger des millions d'enfants vulnérables. Pour eux, un grand merci. Demandez la brochure gratuite au 01 87 64 60 60. Ah, mira, por ahí ya está. ¡Irashaimase! C'est juste un logo. Mais bientôt, ce logo va nous aider à choisir ce que nous mangeons au quotidien. Grâce à lui, en un coup d'œil, nous verrons si la qualité nutritionnelle d'un produit est bonne ou moins bonne. Et nous pourrons comparer. Parce que notre alimentation a un impact sur notre santé et que nous voulons plus de transparence, pouvoirs publics, consommateurs, fabricants et distributeurs ont créé le Nutri-Score.
Avec le Nutri-Score, c'est plus facile de manger mieux.